Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre passion d'origine, c'était l'automobile. Mais aujourd'hui, quand vous entendez moteur ou ça tourne, vous êtes dans un autre circuit où les recettes sont celles du succès. Pour vous, nous allons mettre moralement aujourd'hui les petits plats dans les grands. Bonjour Stéphane Rothenberg. Bonjour Jacques Pessis, bonjour à tout le monde. Oh, dis donc, quelle introduction. On sent que le monsieur travaille. Hein. Comme vous, et comme oui. vous quand on voit Top Chef. D'ailleurs, on va évoquer Top Chef tout à l'heure puisque c'est la nouvelle édition débute demain, la 17e saison. Eh oui. Mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des clés. Alors, je pense que j'aurais eu besoin de trois émissions pour évoquer tout ce que vous avez fait. Ah bon, moi j'avais l'impression que ça se résumait en 2 phrases. Alors tant mieux, hein, si ça donne cette impression. Alors, la première date, 9 avril 1981, c'est un journal culte qui sort ce jour-là, le numéro 261 de Auto Hebdo. Oh oui, alors c'est vrai que je passe. Môme, on aime les bandes. En tout cas, moi j'aimais les bandes dessinées, etc. Et c'est vrai que j'ai lu pour la première fois en 81, j'ai 13 ans, un bouquin de grand. C'est un magazine automobile. Voilà. Mais c'était mon premier magazine sérieux. J'ai vraiment lu pour moi. Sur la couverture, il y avait la Volkswagen Golf, la CTI OTNG 16.5 et la Sirocco GTI. Oui, ça c'est très possible. Voilà. Non, mais c'est vrai que au début, alors, chez moi, il y avait bien sûr Télérama posé sur la table du salon, quelques babioles, etc. J'ai toujours aimé lire les trucs des grands. Mais quand, pour la première fois, t'achètes un truc, alors moi c'était la voiture, tu vas chez le marchand de journaux, j'ai adoré les marchands de journaux, et j'ai acheté ce numéro, je les ai tous eus depuis. Et j'ai eu beaucoup de goût pour la presse, c'est vrai, j'ai adoré ça. Et l'automobile, parce que la passion de l'automobile, elle est née... vos très jeunes années, vous savez même pas pourquoi. Non, mon père avait une Mini Cooper avec un échappement un peu libéré, et je l'entendais venir du bout de la rue. Il paraît que je m'agitais dans mon couffin quand j'entendais le bruit de la Mini. Mais oui, il n'y a pas de passion automobile dans ma famille, donc il n'y a pas d'atavisme. C'est venu comme ça. En tous les cas, c'est vrai que ça a été une passion brûlante, et j'aime toujours ça. Hein. Et vos très jeunes années, c'est à Lens, au cœur du bassin minier. Oui, alors j'ai des souvenirs diffus, sans doute un peu plus après, parce que je suis parti, j'avais 3 ans, mais je suis né là-bas, j'ai encore de la famille là-bas, j'y vais souvent quand même, j'y vais régulièrement en tous les cas, mais forcément ça marque, et forcément dès qu'on parle de Lens et dès qu'on parle du Pas-de-Calais, forcément ça résonne. Voilà. Vous faites partie des familles polonaises qui, après la guerre de 14, ont quitté la Pologne et sont allés dans le bassin minier. Absolument, il y avait des bureaux de recrutement en Pologne, à Varsovie et ailleurs, à Cracovie et ailleurs, et mes grands-parents ont signé pour travailler dans les mines, 1926 je crois, ils sont arrivés, etc. Oui, je me reconnais dans plein de gens, hein, parce que vous avez encore des noms polonais qui claquent dans le Pas-de-Calais, mais oui, ça fait partie complètement de l'histoire de la famille. Alors, il y a un grand-père qui était mineur, et l'autre qui avait un magasin de meubles, je crois. Oui, absolument, qui était un industriel, qui avait une usine à Los Angeles, pour ceux qui habitent dans le Pas-de-Calais voient très bien où c'est, une centaine d'ouvriers, ça s'appelait le lit parfait, etc. Donc c'est vrai que c'était déjà un choc social, parce qu'il y avait des petits bourgeois, on va dire, des commerçants, pour qui ça tournait bien, et puis des mineurs de fonds. Donc là, c'était vraiment le peuple. Et déjà, le simple fait, mes parents, de se mettre ensemble, c'était déjà en soi singulier, parce que on se mélangeait pas trop les niveaux sociaux à l'époque. Déjà, aujourd'hui, c'est pas si fréquent, mais à l'époque, c'était vraiment rare. Et en même temps, le marchand de meubles, je connais un coureur automobile dont le père était marchand de meubles, c'est Alain Prost. Ah oui, c'est possible, absolument, absolument. Alors, à l'époque... À Saint-Chamond, lui, c'est plus bas. Oui, exactement. À Lens, il y avait aussi le Stade Bollaert, et je crois que c'est lié à des souvenirs chez votre grand-mère, Stéphane Rothenberg. Elle habitait juste à côté, et c'est vrai que... Alors, je suis pas un grand passionné de foot, mais à Lens, on est forcément obligé de connaître. J'entendais les clameurs du stade. Alors, vraiment, on l'entend dans toute la ville. C'est impressionnant parce que le stade est un peu à l'écart, mais c'est un stade qui a une capacité supérieure à la capacité de la ville. Hein. C'est très, très impressionnant. Et même si c'était plus petit à l'époque, et c'est vrai que je l'entendais. Les soirs de match, ça couvrait la télé. Hein. Et c'était impressionnant. Et donc, j'ai saisi la ferveur du football à Lens en entendant les rumeurs du stade. J'y suis allé beaucoup plus tard, parce que moi, je préfère l'automobile. J'étais pas un grand fan de foot. Mais voilà, je voyais bien que la ville et mes cousins adoraient ça avec une passion fabuleuse. Et en ce moment, on lance ça bien, je crois, en championnat, donc tant mieux. Oui, ils se débrouillent très bien. Vous suivez quand même. Oui, quand même. Dès que j'entends Lens, tac, tout de suite, ça vient. Alors, il se trouve aussi, Stéphane Rothenberg, que l'été, c'était Cannes. Et vous étiez sur la croisette, vous regardiez pas la mer, mais les voitures. Oui, ça me fascinait parce que j'en habite dans le 20e à Paris, ou alors à Lens. Donc, quand j'arrivais, ma tante avait un appartement à Cannes,
rue Lacour, juste à la Martinez, donc on est quand même vraiment à 2 pas de la mer. Et alors là, je voyais des voitures, c'était la Riviera. C'était un univers complètement fascinant pour moi. Des belles voitures, les grands hôtels. Je regardais ça comme... Nous, on mangeait des glaces à l'eau, la chanson de Jonas. Hein. Ouais. Nous, on mangeait des glaces à l'eau en marchant au bord de la mer. C'est vraiment cette chanson de Jonas, elle résonne tellement, parce que c'est vraiment ma vie. Mais j'avais accès à... Ça me fascinait, et bien évidemment, je regardais plus les voitures que la mer. Voilà. Mais j'aime la mer quand même. Hein. Et d'ailleurs, c'était à une époque où la voiture évoluait. J'ai vu il n'y a pas longtemps un reportage de Gérard Rolls en 72 où il explique que le rétro extérieur est obligatoire. C'était une première en France. Oui. C'est très récent. Absolument. Et les ceintures de sécurité, c'est arrivé plus tard. Moi, je me rappelle la réaction de mon père, courroucé, lorsqu'on a obligé les ceintures de sécurité. Il comprenait pas. Bien sûr, moi, j'ai passé, il y a plein de gens qui comprennent ça, ceux qui nous écoutent, j'ai passé ma vie à l'arrière des voitures sans être attaché. Je passais de droite, de gauche, au milieu, etc. Ça paraît fou aujourd'hui, mais moi, les ceintures de sécurité n'est ni pas obligatoire à l'arrière, à l'avant si, mais pas à l'arrière à mon époque. Ça paraît fou, mais c'est un autre monde. Et les voitures avaient beaucoup changé depuis l'époque où Georgius a créé ce refrain. Pour promener, Mimi, ma petite amie, Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Vous connaissez cette chanson, c'est de la bagnole? Oui, absolument. Oui. En fait, il avait créé la plus batte des Java et il a eu quelques ennuis avant la guerre, car il a créé une chanson sur Hitler qui s'appelle « Il travaille du pinceau », car il devait au départ faire des peintures. Alors, il y avait aussi la voiture de votre père, et je crois que le dimanche à la campagne, vous étiez dans la voiture plutôt que dans les bois. Ah oui, moi j'adorais, je demandais à la fin du repas à aller jouer dans la voiture, ça consternait la famille qui disait il fait beau, vas-y, va gambader, et moi je me créais un univers, j'allais dans la voiture de mon père, ou celle de mes oncles, parce que certains de mes oncles avaient des plus belles voitures que mon père, j'adorais ça, et je jouais pendant des heures dans cette voiture, et même lorsqu'on descendait dans le sud en voiture, à la pause carburant, tout le monde va se dégourdir les jambes, et moi je passais de l'arrière à l'avant et je jouais pendant la pause. Non, j'étais fan avec de ça. Les essuie-glaces. Ouais, alors, ça paraît fou aujourd'hui, mais à l'époque, certaines servitudes électriques ne se coupaient pas quand on coupait le contact. Ouais. Alors c'était génial pour moi parce que je pouvais fonctionner, faire marcher la voiture. Et j'adorais ça. Je me créais des histoires fabuleuses. J'avais cette chance d'être un peu imaginatif et j'adorais ça. Et Stéphane Rothenberg, je crois que heureusement, quelqu'un avait inventé le Neyman. Oui, alors, ou malheureusement, c'est vrai que pour moi, c'était terrible lorsque brutalement, moi, je jouais donc de droite et gauche. Ouais. C'est pas très bon pour les pneus. Mais, et quand le Neyman est arrivé, que je bloquais la direction quand je jouais, alors ça, c'était terrible parce que le jeu était moins crédible parce que je tournais le volant pour de faux. Mais oui, c'est arrivé pareil, dans les années 70, le Neyman. Et Neyman, il a vraiment existé. C'est l'inventeur du Neyman. Il s'appelait Abraham Neyman. Et il a également inventé les serrures de portière. Oui, et Dieu sait que ça a servi et Dieu sait que c'est un système qui encore aujourd'hui, alors maintenant sur les voitures il y a d'autres manières de verrouiller la direction, mais c'est un système qui a duré pendant des années. Et puis vous aviez une chance, Stéphane Rothenberg, c'est que votre père changeait de voiture tous les 18 mois. Oui, il faisait 45 000 km par an, il était représentant de commerce, donc quel bonheur. Il y avait un débat familial et mon père aimait quand même les voitures un petit peu et il achetait quelques autos. Alors parfois j'adorais ça, parfois j'aimais pas ce qu'il achetait, mais oui, ça me permettait de changer un petit peu. Et puis bon, il y avait l'école que vous aimiez beaucoup moins. Vous avez des notes moyennes, mais... Ouais, moyenne, j'étais très bon élève jusque 4e, 3e, beaucoup moins bon après, mais c'est sûr, je m'ennuyais, c'était une souffrance pour moi à l'école, oui. Et vous décidez avant le bac que vous ne ferez pas d'études supérieures et vous le dites à vos parents. Oui. J'ai commencé à regarder les parcours de gens que j'écoutais, Philippe Bouvard, etc. Et forcément, quand vous voyez que des gens qui étaient quand même des sommités dans ma jeunesse, parce que Philippe Bouvard, il avait à la fois, c'était un amuseur à la radio, c'était un grand journaliste en presse écrite. Et il avait été viré d'école de journalisme au bout de 6 mois. Exactement. En disant et c'était un cancre. Oui. Et il y avait quand même beaucoup de gens que j'admirais qui étaient des cancres. Alors, je dis pas qu'il faut faire ça, attention, hein. Mais du coup, ça m'a tellement décomplexé. Je me suis dit, ok, si tu travailles beaucoup, tu peux arrêter tôt l'école et compenser par le travail. Parce que je voyais bien que Bouvard travaillait au-delà de la normale. Oui. Je voyais bien mes parents, leurs horaires, je comprenais bien que il y avait un prix quand même au fait de pas faire d'études et de compenser. Mais oui, il m'avait bluffé. Car vous vouliez être journaliste. Oui, tout simplement parce que j'adorais la presse écrite et je me suis dit, c'est finalement pas facile de trouver une vocation. Je me suis dit finalement écrire, j'adorais vraiment lire les articles. Je me suis dit, ok, fais ça. Et en même temps, aujourd'hui, ce serait impossible, puisqu'il faut faire 4 ans d'études pour accéder à un premier stage. Ouais, c'est fou. C'est fou. Il y a même des fonctions que j'ai, moi, eu dans le service public, où il faut aujourd'hui obligatoirement le bac, et moi je les ai eus sans le bac. Donc ça paraît fou, mais
Peut-être que c'est bien, je sais pas, hein. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, mon parcours aujourd'hui, en tout cas, tel que je l'ai fait, il serait impossible. J'ai fait le même, donc je sais ce que c'est. On ne pourrait pas faire ce parcours aujourd'hui. Moi, j'ai démarré chez Bouvard comme stagiaire pour 8 jours et je suis resté quelques années. Voilà. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est intéressant c'est pour ça que je suis très content de faire cette émission, Jacques, parce que c'est vrai que vous êtes un aîné, mais mais on a quelques passions communes. Je vois, il y a les gens que vous avez suivis, que j'ai adoré vraiment. Philippe Bouvard, je l'ai vu 5 fois dans ma vie, 6 fois. Ouais. Mais à chaque fois, ça m'a marqué. Il m'a toujours donné des bons conseils. En tous les cas, je les ai suivis. Je sais pas si j'ai raison, mais ça m'a marqué. Oui, ce qui vous a marqué aussi, c'est votre première rencontre à France Soir, lorsque vous avez écrit une lettre et que vous avez été reçu par la direction. Oui, j'ai envoyé donc j'ai 16 ans et demi ou 17 ans, et je sais pas comment faire parce que je veux pas faire d'études. Donc j'envoie des lettres. France Soir, à l'époque, c'est le premier journal de France. Et donc j'envoie à l'équipe parce qu'il y a une page automobile consistante. Et j'envoie 2 lettres seulement, hein, et les 2 me répondent. J'ai pas réalisé à quel point c'était une performance, je l'ai su après, que ces gens recevaient des centaines de lettres. Alors, les 2 m'ont engueulé, hein. Il y en a un qui m'a dit « T'es trop jeune, mec de François, t'es trop jeune, retourne à tes études, t'es quand même un peu jeune. » 17 ans et demi. Voilà, et je crois même que j'avais même pas 17 ans. Et le patron de l'équipe, un peu moins dur, m'a dit « Ramène-moi un papier, je vois. » Bon voilà, je reconnais que j'étais pas assez débrouillard, j'étais encore trop jeune. Mais visiblement dans les petites lettres que j'ai écrites, on sentait une forme de passion. Oui, et en même temps, beaucoup ont fait comme vous, on leur a proposé un article, ils ne sont jamais revenus. Et celui qui revient, en général, il est engagé. Oui, c'est ça. Alors finalement, c'est pas avec eux, hein, c'est à Libé, ailleurs que je l'ai fait. Mais les conseils étaient bons. Hein. J'étais trop jeune. Oui, il fallait que je me débrouille moi-même pour faire un article. Je n'allais pas être embauché, hein, c'est normal. Mais oui, je leur dois quand même beaucoup de choses, mais il y a plein de gens qui donnent des mauvais conseils peut-être. Moi j'ai eu la chance, parce que je les avais choisis, hein, que les gens qui m'ont donné des conseils, je les trouvais tellement légitimes que je ne pouvais que les écouter. Eh ben nous, on va continuer à vous écouter à travers une autre date, le 7 mars 1987. À tout de suite sur Sud Radio avec Stéphane Rothenberg. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Stéphane Rothenberg. Nous parlerons tout à l'heure de la 17e saison de Top Chef, un événement qui débute demain sur M6. On a évoqué vos débuts dans l'automobile. Et puis justement, l'automobile, le 7 mars 1987, débute une émission qui va être chère à votre parcours. Turbo, une des plus anciennes émissions de télévision. Oui, et la plus ancienne animée par la même personne. Exactement. Record battu. Oui, Dominique Chapat, qui est le fils de Robert Chapat. Absolument. Qui a été un pionnier des journalistes à la télévision, oui. Après avoir été un coureur cycliste. Alors, cette émission, elle était alors diffusée le samedi après-midi, enfin l'après-midi. Oui, en access, 19h. Hein. Oui, et Dominique Chapat vous donne votre chance. Oui, c'est sa grande qualité. Il en a d'autres. Il n'hésite pas à donner sa chance. C'est Philippe Bouvard qui m'a dit, au début, lorsque je vois Philippe Bouvard, je suis journaliste de presse écrite en automobile, mais je veux faire de la télévision, mais pas dans la voiture. Je veux quitter la voiture. Et Philippe me dit non, tu vas pas être crédible, tu vas pas être légitime. Va d'abord dans l'automobile, là où t'es connu, là où t'as une expérience, et ensuite tu sortiras de la voiture. Et donc je vais voir Dominique Chapat, qui me donne ma chance instantanément. Donc chapeau, merci à lui. Il me fait rentrer, il me dit voilà, pareil, propose-moi des articles, des sujets de reportage. Et pas en reportage, j'avais jamais fait de télé. On t'apprendra. Voilà. Et vous apprenez sur le terrain avec un matériel qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Non, les caméras pouvaient plus tourner, passer 18 heures parce qu'elles n'avaient pas la technique pour travailler dans le noir. Les pieds pesaient 3 tonnes, les batteries étaient lourdes, il y avait de la lumière, c'était lourd. En montage, c'était analogique. On montait une grosse journée et demie pour monter un sujet. C'est à peu près ça aujourd'hui, mais c'était effectivement une télévision plus lourde. Mais c'est vrai que c'était très impressionnant parce que moi qui travaillais pour une presse spécialisée, donc 100 000 lecteurs au mieux, là, j'étais avec 3,5 millions de téléspectateurs. La puissance de la télé, alors le Prime était encore plus gros, mais Turbo, c'était 3,5 millions de téléspectateurs, c'était énorme. Et j'ai changé de dimension, il fallait que je fasse attention. C'était moins pointu en écriture, parce que forcément c'est plus généraliste. C'est presque plus facile à faire sur ça, mais beaucoup plus difficile, parce que s'adresser à beaucoup de gens, c'est très dur. Et alors en plus, Philippe Bouvard, vous avez un point commun, c'est la passion de l'automobile. Je ne sais pas si vous le savez, mais il avait une voiture américaine en 57, et il l'a prêtée pour un film qui s'appelait Vacances explosives, et il a joué dans ce film, il a fait ses débuts au cinéma parce qu'il a prêté la voiture. Non, ça je savais pas. J'avais fait un papier sur lui quand il avait écrit un bouquin Sans voiture et sans regret, lorsqu'il a eu sa 100e voiture. Exactement. Il en a une autre depuis, mais c'est vrai que j'ai vu la passion. Alors
il y avait des choses qu'il n'aimait pas. Il voulait pas rouler en voiture allemande. Ça, j'ai découvert ça. Oui, à cause de la guerre. À cause de la guerre. Donc ça, c'est fou quand même parce que beaucoup de gens après ont quand même passé à autre chose. Lui, c'était vraiment, même je me suis proposé d'essayer une nouvelle voiture, une nouvelle Mercedes, BM, surtout pas. Et ensuite, il aimait les voitures de sport. Puis avec le temps, il avait du mal à en sortir, donc il a fini par avoir des voitures de luxe. Mais oui, c'est vrai que la passion de Bouvard pour les voitures, elle était réelle. Alors, vos débuts justement dans le journalisme, c'est vraiment pour tous les journaux de Libération à VSD, en passant par l'Autojournal. Pigiste. Donc on va là où on veut bien vous employer. Franchement, je n'ai pas une très bonne plume parce que je sais comparer, je sais lire. Mais je savais expliquer, je savais analyser. Et assez bizarrement, alors avec parfois beaucoup de rewriting, pour plus un mauvais terme, mais en tous les cas parfois j'ai été réécrit. Mais oui, moi je bossais pour qui voulait bien m'embaucher. De lui même, j'ai fait des papiers, Vogue Homme. J'en ai écrit des centaines et centaines. Avec un métier très particulier, vous étiez, Stéphane Rothenberg, essayeur de voitures. Oui, ça c'est... Alors, il y a des mômes qui me regardent avec des yeux d'envie, d'autres qui sont catastrophés par le truc, mais oui, j'étais payé pour essayer les nouvelles voitures, les emmener sur circuit éventuellement, les chiffrer, vérifier la consommation, la performance, le freinage, bref, parcourir le monde en essayant toutes les voitures de la planète. Et quelquefois, vous les cassiez. Ça m'est arrivé, oui, je reconnais 8. Oui. Alors, 8 en 7 ans d'activité de professionnelle, ça paraît énorme. Je vous assure que certains de mes confrères le font par an. Donc, ça va encore. Mais vous les cassiez parce que vous rouliez trop vite. Sur circuit, les 3 quarts du temps. Une fois, c'était sur route ouverte, les 3 quarts du temps, c'était sur circuit. J'avais 20 ans. Je suis pas Ayrton Senna, je maîtrisais à peu près le volant, mais je suis pas un pilote de course. Donc oui, je reconnais ma faute, bien humblement, mais c'était quand même rare. On m'a confié des voitures très précieuses, donc ça devait aller. Mais certains de mes confrères étaient des casses auto terribles. Alors, il se trouve qu'il y a une bande dessinée où Spirou et Fantasio, ou Fantasio, essayent des voitures en permanence. Pourquoi ? Parce que Franquin, le créateur, était un passionné de voitures. Il avait tous les journaux un peu comme vous. Et il les dessine très bien. Et il avait créé la Turbotraction, qui était une voiture en avance sur son temps. Alors, vous allez continuer à l'antenne après Turbo, mais vous faites un intermède en dirigeant des programmes à France Télévisions, et vous découvrez Nikos Aliagas. Alors, j'ai pas cette prétention, mais c'est vrai qu'on le met à l'antenne. C'est vrai que, donc, je réussis à convaincre ma patronne d'M6, à l'époque où je suis journaliste à Turbo, de me faire d'autres choses. Et un jour, elle est débauchée par France 2, et elle me dit... Je récupère les divertissements, enfin les magazines de France Télévisions, France 2. Est-ce que tu veux m'accompagner en tant que rédacteur en chef ? Je dis oui. Et là, je change d'univers enfin. Et on doit lancer de nouvelles émissions, dont une émission qui s'appelle Union Libre avec Christine Bravo. Et il y a des chroniqueurs. Et là, il faut choisir parmi des chroniqueurs par pays. Et il y avait donc le chroniqueur italien, anglais, etc. Et le grec. C'était Nikos, qui présentait des journaux, c'est très sérieux. Nikos, c'est un remarquable journaliste. Et la question, c'était, est-ce que ce garçon serait capable d'aller dans la fantaisie ? L'émission était quand même, voilà. Il a été exceptionnel. Et c'est vrai donc que j'étais officiellement le patron de Nikos, on en parle souvent. Et on l'a mis à l'antenne, il nous a bluffé. Normalement, la Grèce, on avait prévu, allez... une chronique par mois max, parce qu'entre l'Italie et l'Espagne, il y avait quand même... Parce que et en fait, il était tellement bien qu'il a été là toutes les semaines. Et ça a été le début de sa carrière. TF1 l'a très vite débauché. Dieu sait qu'ils ont eu raison. Mais oui, il a fait ses débuts à France Télévisions, enfin, sur Euronews, mais dans le magazine, à France Télé. À l'époque, on disait, c'était France 2. Chez Christine Bravo, et il était remarquable. Et puis, vous avez été ensuite animateur couteau suisse. Vous avez fait toutes les émissions possibles et imaginables. Notamment, vous avez été un pionnier de la TNT sur AB Moteur, sur Match Télé, partout. Oui, absolument. Mais ça, j'aime bien, par contre. Ayant souffert d'une hyper-spécialisation dans l'automobile qui aurait pu m'enfermer, dès que je suis sorti de ce domaine, la télé, je ne voulais surtout pas être enfermé dans un genre. Et c'est vrai que ça a été une obsession parce que j'ai eu du mal, entre guillemets, j'adorais la presse auto, mais j'ai assez vite, au bout de 2-3 ans, voulu faire autre chose. Et j'en ai fait 7 ans parce qu'on ne me proposait que ça. Et donc, maintenant, je fais toujours... Bon, maintenant, ça y est, ma vie est faite. Je sais plus ce qui peut m'arriver, mais enfin bon, peut-être, on sait jamais. Mais en tous les cas, on a toujours une étiquette, il n'y a rien à faire. Mais je vois, vous, Jacques, vous êtes éclectique, mais je sais très bien que c'est jamais facile de montrer qu'on va faire plein de choses. C'est très dur. Voilà. Et vous avez tout fait, y compris le Bachelor qui était une émission nouvelle. Oui. Alors moi, le problème, c'est que je suis curieux. On me propose un truc, je fais, en fait, je vois surtout le bien dans les choses. Donc j'ai aussi animé des choses parfois contestables, mais je vois toujours ce qui est intéressant. Là, moi, on me disait, en prime time,
une émission avec une sorte de prince charmant, une émission de séduction à la télé, on n'avait jamais fait ça. Bah moi, j'ai trouvé ça marrant. On a pris des tonnes d'insultes, mais enfin, on a quand même fait 6 millions de téléspectateurs. Bon, mais on a pris très cher. Mais il y a même à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui se sont plaints et tout. C'était gros. Mais des papiers à la une du Monde, de Libération qui nous vomissaient dessus. Bon, mais ça paraît fou aujourd'hui parce qu'on a fait tellement pire. Oui, c'est vrai que moi, par nature, je suis plutôt partant. Et puis, il y a quand même la grande émission culte qui existe aujourd'hui depuis 20 ans. Pékin Express. C'est une aventure incroyable. Incroyable. Pour le coup, une vraie aventure. Elle a effectivement 22 saisons. On me propose ça, je refuse au début. Vraiment, parce que c'est un jeu, et moi au départ, j'ai encore une prétention idiote, je suis journaliste encarté, j'ai fait des magazines au départ, bon. Je le sens pas, je dis oh là là, un jeu ça a des codes très précis, je vais jamais y arriver, etc. Et c'est Marc-Olivier Fogiel qui me conseille et qui me dit vas-y fonce, n'aie pas d'œillère, fonce. Et j'y vais plus pour le voyage que pour l'émission, en me disant franchement la route du Transsibérien, Paris-Moscou-Pékin, saison 1. À l'époque, la Chine, on la connaît à peine. La Russie, pas guère mieux. Franchement, en 2004, 2005, go. Mais plus pour le voyage que pour l'émission, jamais je pouvais imaginer que ce serait un tel succès. Et que ça durerait encore aujourd'hui. Bah oui. On en est même tous surpris encore aujourd'hui. Et vous continuez à voyager comme ça chaque année. Bah oui, 1 à 2 fois par an. Alors depuis, le monde a beaucoup changé, c'est beaucoup modernisé, mais le format, comme il est fort, il marche toujours. Et puis il y a aussi un scoop mondial que beaucoup vous envient. S'il suffisait qu'on s'aime. La première interview de Céline Dion après la mort de René Angélil, c'est vous, Stéphane Rosenberg. Oui. C'est très très surprenant. Et l'idée, elle vient... En fait, lorsque Céline décide de reparler, on a oublié maintenant, mais c'était un événement. La mort de René, elle s'est tue, elle a refusé de parler, et elle revient après des mois et des mois de silence, et elle décide de faire une interview en français pour la France, une interview en français pour les Québécois, une interview pour les Américains. 3 personnes. Et ça tombe sur moi. Et c'est très très surprenant. Il fallait aller à Las Vegas. C'était très codifié, très spécial. Je l'ai fait. Du coup, j'ai fait comme vous êtes là. Ouais. J'ai beaucoup bossé pour préparer quelque chose. Je la connaissais comme tout le monde, mais il a fallu. Je me suis dit voilà, ça va être touchy. Elle quand vous a même. choisi. Elle m'a choisi. Alors. Valérie Michelin, qui est vraiment sa très proche, qui est son agent en France, sa productrice en France, je pense à orienter son choix. J'ai du mal à imaginer que Céline Dion m'ait choisi moi, mais elle voulait un homme. Bon. Pour la France. Et voilà, c'est tombé sur moi. Elle m'a fait ensuite, l'interview s'est passée, c'est très spécial, parce que la première interview qu'elle a faite pour les Québécois s'est mal passée. C'était juste avant. Du coup, elle est montée dans sa loge, elle a disparu. On s'est dit peut-être qu'elle va pas revenir. Elle est redescendue, elle est venue me voir, on a fait l'interview. Il y a beaucoup de pression. À la fin, alors elle est incroyable, je vais pas rester 2 heures, mais elle est vraiment incroyable parce que elle est avec vous. Elle s'intéresse à son intervieweur, c'est très étonnant. Elle pose des questions sur vous, c'était hors antenne, elle est très étonnante. Et elle m'a mis la main sur les genoux à la fin du truc. Elle m'a dit. René, vous aurez beaucoup aimé, elle était très sensible, etc. Elle a été bouleversée. C'est très surprenant. On s'est revus ensuite 2 fois seulement. Mais c'est vrai que c'est très spécial. Franchement, ça m'est tombé dessus un peu comme ça. Mais oui, ça a marqué. Et puis effectivement, ça a été très attendu. Ça a été, bien sûr, elle a fait un triomphe d'audience derrière parce que c'est Céline. C'était bien sûr quelque chose d'étonnant. Mais oui. Très, très étonnant. Et après, j'ai découvert plein de petites choses parce que j'avais déjà fait des interviews pour des superstars. J'ai vu tout le décorum qui entoure Céline. Elle attend pas un ascenseur. Les ascenseurs arrivent, sont déjà ouverts. Les portes s'ouvrent avant elle. Enfin bon, c'est fascinant à voir. Bon, donc voilà, ça c'est magique à voir. Mais elle le fait avec une telle sincérité qu'elle est magique. Et bien justement, un côté magique de votre parcours, on va l'évoquer à travers la date du 22 février 2010. À tout de suite sur Sud Radio avec Stéphane Rothenberg. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Stéphane Rothenberg. Nous avons évoqué vos débuts et puis demain commence la nouvelle saison, la 17e saison de Top Chef que le monde entier attend. Oui. Et bien justement, le 22 février 2010, c'est la première. Alors,
Top Chef, c'est l'aventure de votre vie. Au départ, c'est une émission américaine. Oui. Et vous arrivez là-dedans comment, Stéphane Anfmer? Alors, au départ, j'anime, c'est une des rares émissions que j'ai réclamées. Souvent, on me propose des émissions, je dis oui, je dis non, mais voilà, celle-là, je l'ai réclamée. J'avais animé les prime time d'un dîner presque parfait, qui avait été un énorme succès. Et je me rends compte que ce qui n'arrivait pas en télévision, qu'on pouvait faire de la cuisine en prime time. Avant, c'était le dimanche après la messe. Jamais ailleurs en télévision, on parlait pas de cuisine en prime time à la télévision française. En Angleterre, oui. En Amérique, oui. Pas en France. Et du coup, je dis, moi, je suis partant. Hein. Et au départ, on achète MasterChef, qui est un format d'amateur. C'est une compétition d'amateurs. C'est super. Mais c'était TF1 surenchérit et nous pique MasterChef. Bon, c'est une bonne guerre. Ouais. Et du coup, on cherche un format. Il n'y a rien. Et on trouve sur une petite chaîne, Bravo, qui est une filiale d'NBC, on trouve ce format. C'est des pros, jugés par des pros. Toutes les études nous disent « Oh là là, trop compliqué, trop pointu, les gens vont pas réussir à cuisiner, etc. » On achète quand même, on fait l'émission, et ça marche pas tout de suite. Ça marchote la première année. Ça marche mieux la deuxième et ça cartonne la troisième. C'est monté en puissance. On a eu une petite chance, pour tout vous dire, Jacques, c'est que la troisième année, on se retrouve en face d'émissions politiques à cause des présidentielles. Alors c'est bien, mais les Français, parfois, l'émission politique... La cuisine électorale, c'est pas leur truc. Voilà, ça marchouillait. Ouais. Et TF1, normalement, ça marche très fort. Du coup, on a récupéré plein de monde. Et il y avait en plus Norbert dans cette année-là, enfin il y a plein de gens. Et du coup la saison 3 a été un énorme succès. Les deux premières avaient bien marché, sinon ce serait arrêté. Hein. La troisième un triomphe et c'était parti. Voilà. Il se trouve que les émissions à la télévision, eh bien elles ont commencé dès 1954 avec cette émission. Ok, j'ai compris. Art et magie de la cuisine avec Raymond Oliver, ouais, c'est bien quelque chose. Oui, absolument. Parce que moi, je l'ai vu, alors pas en 54, mais effectivement, Michel Oliver, son fils, faisait des émissions. Mais pareil, ça passait plutôt le week-end. Exactement. Alors parce que c'était des recettes, c'était il n'y avait pas de mécanique. C'était un chef qui, avec un talent plus ou moins grand, expliquait une recette au déjeuner. C'était pas si bien filmé que ça. Et du coup, il fallait un peu s'accrocher. Si on n'avait pas la volonté de faire la recette, franchement, on décrochait. Moi qui suis un télévore, les émissions culinaires, j'avais parfois un peu de mal parce que forcément, c'était dur à suivre. Top Chef a créé autre chose. Mécanique, une émotion, etc. Mais Raymond Oliver était avec Catherine Langer, l'équivalent de la femme star de la télévision, l'équivalent de la femme de moins de 50 ans, aujourd'hui de la ménagère. Et l'émission a duré 13 ans et c'était un véritable succès. Mais juste avant, il y a eu une autre émission qu'on a totalement oubliée, qui s'appelait Les recettes de Monsieur X. En 53, la jeune chaîne de télévision où il y a 100 000 spectateurs achète un format allemand et engage un comédien, Georges Hadet, qui connaît la cuisine. Et il va faire une émission où il va faire des recettes. Et le jour où il a fait la recette des œufs aux tripes en direct à la télévision, à la béchamel et aux oignons, il a raconté l'histoire du lait et il a transformé la recette en poème. Ça a duré 18 minutes. Tout le monde a fui, l'émission s'est arrêtée et Raymond Oliver a pris sa place. Oui, de toute façon, il faut être capable de garder le rythme. C'est-à-dire que même si on parle de cuisine, il y a quand même effectivement... Alors, parfois, certaines personnes sont frustrées qu'on ne détaille pas trop les recettes dans Top Chef. On le fait un petit peu, hein. Mais bon, là, c'est vrai qu'il y a tellement de repas, il y a tellement de plats, etc. On pourrait pas. Voilà. Il se trouve qu'au départ, la cuisine, c'est pas votre truc. Vous cuisinez? Non, c'est une curiosité de journaliste. Vous cuisinez pas? Non, je cuisine pas. Je cuisine pas. Alors, j'ai su faire à manger parce qu'ayant eu charge de famille, il faut faire à manger pour les enfants. Mais non, maintenant, je préfère aller manger dans mes restaurants ou dans le restaurant des amis. Alors, je crois que les premières années, vous avez deux co-animatrices. Oui. C'est-à-dire Sandrine Cormand et puis Agathe Le Caron qui débute. Oui, alors elle avait déjà fait un petit chose, mais oui. Et c'est vrai que c'était une co-animation qu'on a fait pendant quelques années. Alors il y avait une raison à cela. Là, je vous donne des coulisses de télé. Hein. C'est que comme Pékin Express et Top Chef souvent sont diffusés au même moment, c'est le cas encore cette semaine, la chaîne, les chefs n'étant pas encore assez connus, m'attribuer la promotion de Pékin Express et Sandrine ou Agathe faisaient la promotion de Top Chef. Et une fois que les chefs ont été assez connus, eh bien on a pu faire ça. Et Sandrine en plus est partie, j'ai pu porter la promotion tout seul, j'allais dire avec mes chefs. Et comme Sandrine a été débauchée par France 5, eh bien je suis resté seul garçon aux commandes. Et quand on voit aujourd'hui Top Chef, même la 16e saison, ça n'a plus rien à voir avec le début, tout ça a évolué. Oui, un format c'est très particulier.
il faut à la fois garder les fondamentaux et très légèrement faire bouger les choses. La première saison de Top Chef, on pourrait quasiment plus la regarder. C'est très bizarre à dire, hein, mais en 20 ans, la télévision a changé, donc nous aussi on change. Parfois on se trompe, hein, il faut revenir un petit peu, on raconte les choses différemment, les recettes, la manière de faire, etc. Mais le programme est très long, je reconnais, parce que il dure plus de 2 heures. Mais c'est vrai que, bon, c'est l'avantage du succès, hein, mais c'est vrai que oui, le programme a changé à l'arrivée. Ce qui est sûr, et ça, on n'imaginait pas à ce moment-là, il y a plus de 30 candidats étoilés, plus de 2 par an. Oui. Près de 2 par an, c'est incroyable. Et d'ailleurs, il vous arrive d'aller les voir dans leur restaurant, mais pas tous. Pas tous, c'est impossible à suivre, parce que c'est vrai qu'ils sont partout, dans toute la France. Alors en plus, tous sont pas forcément étoilés, mais font quand même de formidables restaurants. Pierre Roger, qui est un candidat d'une des toutes premières saisons, de la première, je crois, qui est un extraordinaire cuisinier, il n'est pas étoilé, mais je peux vous dire que son bistrot, c'est quelque chose, bistrot de famille. Hein. La première saison, il y a eu un problème que vous n'aviez pas envisagé, c'est le nettoyage, Stéphane. Oui. Oui, parce que en fait, sur Top Chef, on est très nombreux parce qu'il y a une énorme brigade de cuisine. Et au début, quand on a conçu le programme, on avait des équipes de télé. Et ensuite, à la fin de la première épreuve, dans 1 heure, on démarre la deuxième épreuve. Oui, mais alors, faut passer à la plonge. Il faut tout nettoyer, et on avait juste des régisseurs comme on a en télé, vous en sur un film. Et le régisseur s'est retrouvé avec de tonnes de vaisselle, avec un garde-manger à faire, et il a dit maintenant il me faut de l'aide. Et en fait, on a maintenant une vraie brigade de resto. On a des plongeurs, on a bien sûr, on se fait livrer les repas, ensuite ce qui est pas les produits, ce qui n'est pas consommé par la Croix-Rouge, etc. Et en fait, on a appris en marchant, et la régie cuisine est exceptionnelle en Top Chef, et ça va à une vitesse, je peux vous dire. On nettoie, on récure. Il faut que tout soit nickel. Et ouais, il faut le faire à chaque fois. Et vous auriez pu engager un certain Ken Otake, qui est un japonais, qui a réalisé en juin 2023 le record du monde d'aspirateur 50 mètres en 22 secondes. Possible. Je me demande s'ils sont pas aussi bons les nôtres. Alors, la cuisine de Top Chef, c'est la cuisine la plus grande de France. Alors oui, c'est grand. C'est pour ça que les candidats courent. Ouais. C'est vrai qu'on se moque beaucoup des candidats qui piquent des sprints dans les cuisines, mais si vous marchez dans Top Chef, vous perdez trop de temps. Ouais. Les cuisines de pros, même les grandes cuisines, dans les grands restaurants, le Georges V, le Riz, que sais-je, ils vont pas loin. Hein. Ils se tournent d'un côté, le feu, le chaud, le froid, etc. Nous, à Top Chef, on peut pas. Bon, cette année, on n'est plus dans notre studio, donc les candidats vont un peu moins courir, mais c'est vrai que le plateau, le fameux, qui est le plateau de Danse avec les stars, hein, c'est un plateau de la Plaine Saint-Denis, transformé pour 3 mois en cuisine, normalement. Encore une fois, pas cette année, on sera itinérant. Mais c'est vrai que, faut courir. Parce que les feux et le garde-manger, ça c'est très loin. À tel point que les postes des cuisiniers sont tirés au sort. Oui. Parce que les candidats, en fonction de ceux qui sont près des fours et ceux qui sont loin des fours, au bout d'1 heure et demie d'épreuve, voient vraiment leur handicap, loin de la friteuse, etc. Et au début, les candidats se mettaient à râler, et ils avaient raison. Certains disaient, mais attendez, moi pourquoi je suis là? Donc maintenant, on tire au sort. Parce qu'il y a une vraie compétition qui se crée au fur et à mesure. Hein. Et c'est vrai que quand tu fais 18 allers-retours entre la friteuse, les fours et ton plan de travail, tu peux perdre du temps. Donc maintenant, pour éviter toute contestation, on tire les plans de travail au sort. Et chaque saison, ce sont 2 mois de tournage quasiment, à raison de 3-4 jours par semaine. Oui, c'est lourd. Et ça, c'est le tournage des épreuves. Les candidats font aussi beaucoup d'interviews parce qu'on a besoin de savoir ce qu'ils imaginaient, ce qu'ils pensaient, comment ils réagissaient. Quand ils cuisinent, ils disent 2-3 babioles, mais ils sont pas très loquaces. Or, nous, pour construire l'émission, on a quand même besoin d'avoir leur réaction. Donc, on fait aussi beaucoup d'interviews. Ça prend des heures et des heures. Je crois que c'est 3 heures d'interview par jour dans une salle réservée. 3 heures par épreuve. Par épreuve. Donc, dans une salle réservée, ça veut dire quand ils font 2 voire 3 épreuves par jour, on en est à 9 heures. Oui, mais ça veut dire qu'on garde 3 minutes dans tout ça, quelquefois. Oh, parfois beaucoup moins. Encore moins. Ouais. Mais en fait, ça, c'est le problème, c'est qu'on ne sait pas, lorsqu'il y a, par exemple, surtout sur les premiers primes qu'on va avoir là, lorsque vous avez 6 ou 7 candidats en même temps, on ne pourra pas raconter les 7 recettes. Mais on va quand même faire comme si, quand on est en tournage, on ne peut pas savoir ce qu'on va garder au montage. Ça, c'est très frustrant, mais c'est comme ça. Et j'ai fait un petit calcul, Stéphane Rosenberg, il y a entre 7 et 14 caméras et 1000 heures de prise de vue. Ah oui, il y a 950 jours de montage, si on cumule. Hein. Oui. Et on garde 2% de ce qu'on tourne. Carrément. Ouais. Et tout le reste, c'est Pékin, c'est pareil. Et c'est perdu pour l'éternité. Et le matériel est fourni à chaque candidat. Pas question qu'ils viennent avec leur couteau, leur fourchette.
Alors, ils peuvent éventuellement nous demander... Normalement, on a tout en régie cuisine. Les accessoires les plus improbables, les balances les plus folles, les systèmes de cuisson les plus exotiques, le Binshotan. Au début, on s'est fait avoir, qui est un petit barbecue asiatique, qui est super. Bon, lorsqu'un candidat nous a demandé un Binshotan, bon, on était en panique. Maintenant, on n'est plus en panique. Donc maintenant, franchement, pour réussir à déstabiliser la régie cuisine en demandant un outil exotique, ils peuvent voilà, c'est pas gagné. On a tout ce qu'il faut. Et puis, les candidats ont même un guide au départ, avant l'émission, avec des renseignements très précis sur un travail. Il y a un brief de la régie cuisine qui leur explique les mixeurs sont là, ça c'est là, ça tu fais comme ça, là on a ça, s'il y a un problème. Parce qu'effectivement, c'est une compétition. Et pour le MOF ou pour le meilleur ouvrier de France ou le Bocuse d'Or, c'est pas pareil. Chacun a un assistant, enfin c'est très prévu, ils s'entraînent beaucoup. Là, comme c'est de l'improvisation, ils peuvent avoir besoin. Donc c'est vrai qu'il y a un brief, et puis c'est vrai qu'on n'a pas forcément que du matériel pro. L'œil exercé du téléspectateur va voir que on a par exemple des feux d'amateurs. C'est un vrai handicap pour un cuisinier, mais il faut qu'il s'adapte. On a parfois quelques fours pro, pas toujours. On a des cellules quand même, ça c'est obligatoire. Donc c'est le grand froid pour figer. Oui, il faut un brief parce que ils ne travaillent pas comme dans leur brigade, comme dans leur restaurant. Et puis on vous a vu un jour seulement goûter un pitivier, je crois. Mais je crois qu'en coulisses, oui. vous goûtez beaucoup, Stéphane. Oui. Alors non, mais ça c'est vrai. Je ne juge pas. Il y a que l'animateur il y a 17 versions de Top Chef dans le monde, ou 20. Le seul animateur qui juge, c'est la version américaine, parce que c'est un cuisinier. Moi, ça m'arrange vis-à-vis de ma relation avec les candidats, le fait de pas les juger. En revanche, oui, je suis très curieux, je goûte, je prends mes 3-4 kilos par saison allègrement, et c'est vrai qu'on a envie. Et l'avantage, c'est que moi, comme je suis premier en cuisine, à la fin des épreuves, je peux goûter, les candidats me mettent des petites portions de côté. Donc je peux, et je fais même mon petit pronostic à la régie finale. Donc, enfin, la régie finale, j'envoie avec mon micro, je dis qui je pense va l'emporter ou qui est en situation difficile. Je me trompe pas toujours. Vous finissez les sauces aussi quelquefois. J'adore les sauces. C'est très dur à faire, surtout dans Top Chef où ils ont peu de temps et il faut beaucoup de temps pour faire une bonne sauce. Et c'est vrai que c'est l'un des tests parce que je sais à quel point c'est dur dans un temps imparti. Tout cuisinier sait que normalement, il faut un fond de sauce, il faut se préparer, etc. Bon. Donc, je sais que c'est mon stress. Pour eux, je stresse pour eux. Oh là là, toi, t'as la sauce, le jus, la sauce, etc. Est-ce que tu t'en es sorti? Donc, c'est le premier truc sur lequel je me jette pour voir où ils en sont. Et puis, il y a un secret de fabrication aussi. Lorsque les plats sont terminés, ils ne sont pas goûtés immédiatement. Et il y a une petite cuisine de secours pour réchauffer les plats. Absolument. Ça a été au bout de la saison 6 ou 7. Quand vous regardez bien à l'image, vous voyez que les candidats ont fini une assiette sur les 4 ou 5 qu'ils doivent présenter aux membres du jury. C'est l'assiette de référence, celle qu'on voit ensuite tourner à l'écran. Les autres, elles ne sont pas totalement terminées parce qu'ils ont effectivement 3 minutes, c'est pas beaucoup, 3 minutes pour envoyer off juste avant. Ça, c'est pour que les membres du jury puissent déguster dans de bonnes conditions. Avant, on le faisait pas. Et c'est vrai que ça attendait un peu le temps de caler la lumière, de mettre le truc. Et pas tellement pour le premier, mais le dernier dégusté était un peu handicapé. Là maintenant, plus de contestation. Alors bien sûr, il pourrait demander 5 minutes, il pourrait demander même un quart d'heure, mais là on refait la cuisine. Ouais. Donc il doit avoir quand même terminé un plat. C'est important parce que si le candidat n'a pas terminé le plat de référence, il ne peut pas rajouter l'élément dans le plat qu'il va envoyer au chef. Donc c'est quand même très touchy, mais oui, on a fait ça pour améliorer le niveau et les plats sont de mieux en mieux grâce à ça. Eh ben on est chaud pour évoquer maintenant la prochaine saison à la date du 4 mars 2026. À tout de suite sur Sud Radio avec Stéphane Rothenberg. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Stéphane Rothenberg. On a dévoilé par le menu, si j'ose dire, votre parcours de l'automobile à la cuisine. Et puis, 4 mars 2026, demain, saison 17 de Top Chef. Et vous commencez l'émission en disant, il faut oublier les règles des 16 premières saisons. Oui, l'année dernière, on avait fait quand même quelque chose d'absolument incroyable qu'on réfléchit à d'où on venait. C'est que le candidat pouvait ouvrir un restaurant, les Michelin avaient été là du début à la fin, il y avait le potentiel d'une étoile Michelin, etc. Donc on avait vraiment tapé très 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 fort dans la gastronomie et il fallait, c'est difficile de faire mieux, j'allais dire. Et donc on a décidé de faire complètement différent et de déstabiliser les candidats. Ça voulait dire déjà la fameuse cuisine de Top Chef emblématique.
pas cette saison. On sera itinérant. Alors on suit une mode, de plus en plus de grands chefs font des petits restaurants de plage, de montagne, des auberges, etc. Et de la street food, des camions, etc. Et donc on s'est dit qu'on allait faire ça. Et donc on va aller à la mer, à la montagne, dans les fermes, dans les forêts, etc. On va se déplacer, on va finir un peu en fin de saison par être un peu plus statique, mais on a décidé d'être itinérant et ça change tout parce que c'est que des extérieurs. On a toujours fait des extérieurs dans Top Chef, 3-4 par an. Maximum 8, je crois, une année, mais... La finale, en général. Alors voilà, alors oui, mais c'est dans un palace, Ouais. etc. Mais vraiment, je parle vraiment dehors. On a fait, je sais pas, à Chantilly, on a fait dans les forêts, etc. Mais là, on a vraiment fait une saison totalement itinérante. Pas de brigade. Les chefs sont uniquement membres du jury. Donc voilà, on a bouleversé beaucoup la mécanique. Alors, en fait, c'est compliqué parce que tourner 18 émissions en extérieur, c'est pas évident. Non, ça a été... Alors, c'est vraiment, vraiment difficile. Déjà, en temps normal, faire une émission culinaire à la Plaine Saint-Denis, c'est pas simple. Juste pour donner un exemple, dans un studio télé, il n'y a pas d'eau courante. Donc les candidats, lorsqu'ils ouvrent un robinet, en fait, c'est une pompe. Il faut qu'ils appuient sur un commutateur pour avoir l'eau. Bon. Donc déjà, c'est un peu bizarre. Mais alors, être capable de faire de la bonne, voire de la très bonne cuisine sur une plage, sur une terrasse en montagne, dans un marché couvert, on a été ensuite dans des marchés couverts, c'est pas simple. C'est beaucoup plus difficile de très bien cuisiner en extérieur. Tous les chefs le savent. Et en plus, là, on a eu plein de thèmes, mais c'est vrai que finalement, les candidats, ils relèvent tous les défis, donc on les a un peu secoués. Alors, il se trouve que la première émission diffusée demain se passe à Tignes, à 3000 mètres d'altitude. Mais ils ont eu froid, les cuisiniers. Et alors, froid, et surtout, ils ont découvert... Alors moi aussi, je l'ai appris, alors quand on y réfléchit, c'est une évidence... ça a complètement perturbé leur référence de cuisson. Les pommes de terre, l'œuf, mais bon, ils en ont un peu moins eu, mais les pommes de terre cuisent pas du tout de la même manière, forcément, à moins quelque chose. Et donc, eux, ils avaient forcément leurs règles, leurs ratios, tout et puis, c'est bête, mais fromage fondu, ça fiche très vite. Enfin, il y avait quantité de choses. Donc, le candidat qui ne va pas anticiper ça, même ceux qui maîtrisent les recettes, vont se retrouver complètement dos au mur, parce que on n'est pas dans un restaurant de montagne, on est sur la terrasse d'une station de ski. Et donc, le thème du fromage fondu, il faut l'intégrer parce qu'à moins quelque chose, c'est beaucoup plus difficile. Donc oui, ça a été... alors pour le coup, ça va vraiment jouer pour les candidats parce que forcément, c'est très difficile. Et en fait, il y a aussi du chocolat chaud à déguster, ce qui n'est pas simple. C'est pas simple. Encore une fois, les plus habiles s'en sortent. Mais c'est vrai qu'il y a des candidats qui vont dans le mur. Et c'est vrai que cette année, comme les chefs ne sont pas chefs de brigade, mais uniquement membres du jury, souvent, lorsqu'ils passaient en cuisine, ils disaient « Attention, sois vigilant à ça, fais attention à ça. » Et le candidat, certains n'écoutaient pas, mais le candidat corrigeait. Et là, les chefs n'étaient juste en visionnage, bouillaient littéralement en voyant le candidat aller dans le mur en klaxonnant. S'il fait comme ça, il va pas y arriver. Et bien évidemment, parfois, il n'y arrive pas. En revanche, quand ça marche, ça reste magique, c'est ça qui est bien. Oui, ces mots ont quand même un talent fou. Oui, mais en même temps, ils paniquent, les candidats, de ne pas avoir brigade. Oui. Les premiers épisodes sont vraiment très stressants pour eux. Avec le temps, ils se débrouillent très bien. Mais c'est vrai que cette entrée en matière dans Top Chef, c'est toujours des épisodes fondateurs parce qu'on les voit. Ils ont rêvé de l'être, ils ont gagné des castings parce que la sélection est assez dure. Ils arrivent remontés comme des pendules. Et puis la réalité de la compétition. On a beau l'avoir vu plein de fois à la télévision, une fois qu'on est devant le plan de travail et qu'il faut partir, c'est pas facile. Et parmi les émissions qui sont tournées et qui seront diffusées, il y en a une à l'abbaye de Collonges, c'est-à-dire que les candidats vont rendre hommage à Paul Bocuse pour son centenaire. Oui, exactement. Dans la salle du Grand Limonaire. Limonaire, c'est ces fameuses machines qui faisaient de la musique comme ça. Il les collectionnait, Bocuse. Il les collectionnait, il était fan de ça. Paul Bocuse est venu dans Top Chef saison 2. Il a beaucoup aidé pour nous crédibiliser. Il avait adoré son passage dans l'émission, il adorait les jeunes, et c'est vrai que là, c'était impossible pour nous de pas lui rendre hommage, avec beaucoup de chefs qui sont dans son équipe ou qui ont travaillé avec lui. Ça me faisait plaisir de voir que même pour ces mômes, Paul Bocuse, ça résonnait. Ils ne font pas forcément sa cuisine, qui est un peu datée maintenant. Même si on a une épreuve soupe VGE, la fameuse soupe donc de Paul Bocuse, pour ceux qui ne savent pas, c'est la soupe qu'il avait servie à l'Élysée en 75 et qui était une soupe avec une croûte. Oui. Et il fallait casser la croûte pour faire tomber la croûte dans la soupe, où il y avait aussi du foie gras, des truffes. Enfin, la truffe, bon, c'est magique. C'est une soupe magique et on leur a fait ça comme thème. Ça les a tous inspirés. Donc même ceux qui n'aimaient pas trop
cette cuisine, moi je l'adore. Voilà, on rendu hommage de manière extraordinaire à Paul Bocuse. Paul Bocuse, qui en dehors de la cuisine était un farceur, il passait sa vie à faire des canulars, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Non, sans doute. Tout était possible. Nous, on l'avait. Moi, ce qui m'avait bluffé, je vais vous dire, Jacques, c'est que il avait déjà 80 ans, je crois, quand on avait été le voir. Il, bien sûr, ne cuisinait pas, mais ça, c'est le fameux chef qui était tellement partout dans le monde qu'il avait des équipes exceptionnelles. Par contre, à 22h30, 23h, à la fin du service, il passait en salle, tel vraiment une rockstar qui arrivait, saluait un à un tous les convives et se mettait à la porte de son restaurant à l'Asiatique, dire au revoir à tout le monde. Moi, ça m'avait fasciné parce que alors peut-être qu'il faisait pas ça tous les soirs, mais la fois où moi j'ai eu la chance d'aller dans cet extraordinaire restaurant et que j'ai vu ça, j'ai vu le plaisir qu'il avait encore d'être en contact avec les clients, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis alors il y a aussi les chefs, le jury, c'est devenu une petite famille, j'ai l'impression. Oui, c'est les garnements, hein. Oui. Eux, ils sont des blagues. Hein. Ah bon? Ah oui, Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Paul Perret, Stéphanie Lequelec, Glenn Viel, c'est vraiment une bande. On a même du mal à les tenir. Hein. Ah bon? Ah oui. Ils se font des blagues entre eux. Alors bon, la blague, alors c'est basique, hein, je vais vous raconter ça, vous allez dire, ils ont 14 ans. L'une des grandes spécialités, c'est bien sûr de demander un réveil à 4h30 du matin pour l'un ou l'autre. Oui, alors bien sûr, ça rend foudrage, donc ça commence au petit déjeuner. Il fait le réveil à 4h du matin dans l'hôtel et l'autre se réveille. Il va demander à la réception, n'oubliez pas de réveiller Paul Perret à 4h30, s'il vous plaît. Et donc, bien sûr, le réceptionniste va le faire. Et Paul va être, bien sûr, réveillé à 4h30, donc descend avec d'une humeur de dog au petit déjeuner. Et ça continue comme ça, non-stop. Ça va être des choses toutes bêtes, hein. Ça va être échanger les portables, ça va être des choses. Ils n'arrêtent jamais de se faire des blagues. Mais c'est comme ça. On n'arrive pas à les tenir, mais ils sont formidables. Échanger les chaussures dans les hôtels. Oui, ils font tout. C'est comme Belmondo à la grande époque quand il faisait les choses. Mais ils continuent. Ils s'amusent beaucoup. Heureusement, parce qu'on travaille beaucoup. Moi, les cuisiniers m'ont bluffé parce que j'avais l'impression qu'en télévision, on travaillait énormément. On est des enfants de cœur à côté des cuisiniers parce que eux, les fêtes de fin d'année, ils le font ils travaillent. Les week-ends, ils travaillent. Donc c'est toujours très impressionnant. Les candidats que vous sélectionnez ont déjà des restaurants et vous tournez 3 jours par semaine pour qu'ils puissent travailler normalement. Voilà. Alors soit ils ont leur restaurant, soit ils travaillent pour leur chef. Certains travaillent dans des grands étoilés. Et c'est vrai que c'est jamais facile de demander à ton. Alors certains ont leur affaire, c'est encore autre chose, mais c'est jamais facile de demander à ton patron ou même en tant que chef patron de fermer ton restaurant tout le temps. Et donc c'est vrai qu'on essaye de s'arranger. Alors certains carrément arrêtent de travailler, c'est-à-dire demandent 3 mois sabbatiques à leur patron pour pouvoir complètement se concentrer à la compétition. D'autres ne peuvent pas le faire. Et dans ces cas-là, rentrent dès qu'ils peuvent, dès qu'ils sont qualifiés ou dès qu'il y a un week-end, ils vont travailler. La sélection des candidats, justement, ça aussi, comment vous faites chaque année? Parce que vous devez avoir de plus en plus de demandes. Alors, ça reste un profil très particulier. C'est des pros qui ont envie de se coltiner à un concours. Il y a plein de très bons cuisiniers qui n'aiment pas les concours de cuisine. Ensuite, on aime bien avoir différentes générations et surtout différents profils. Pas que des bêtes à concours qui bossent dans des multi-étoilés. On aime des gens qui ont leur bistrot. On aime avoir, un petit peu comme un open dans un tournoi de golf, avoir des grosses cotes et des favoris. Donc là, cette année, il y a quelqu'un qui bosse pour un 3 étoiles, Romain Médère, extraordinaire, qui de fait, par son CV, en plus il est chef exé, donc est quasiment le favori. Il y en a 2-3 autres, et puis d'autres il y a des chefs à domicile. Il y a un demandeur d'emploi même. Oui, voilà. On a Aboubacar qui bosse pour un grand footballeur, mais un chef à domicile, c'est pas pareil. C'est quand même juste quelques plats familiaux à faire à la maison tous les jours. On aime avoir comme ça, mélanger les choses. Donc, on a un jury de présélection, un jury qui ensuite ne juge pas dans la saison, c'est très important. Alors c'est souvent des mofs, il y a plein de gens, il y en a plein de très très bons. On les juge. Première sélection, elle est sur fiche technique. Ils nous envoient leur CV et aussi un plat signature. Et ensuite, on vérifie quand même, ils viennent à Bédéric, donc qui est une école de cuisine en France, à Paris, et ils font leur plat signature et un pas imposé qu'on leur impose nous. Et ensuite, on donne une note, et c'est les meilleures notes qu'on garde. Alors il y a aussi quelque chose qui va rester dans cette saison, malgré que tout change, c'est la guerre des restos, c'est incontournable. Oui, il y a quelques grandes épreuves qu'on garde, la boîte noire, la guerre des restos, etc. C'est vrai que le trompe-l'œil, il y a comme ça quelques épreuves incontournables. Alors la boîte noire ne sera pas en studio, mais sera en extérieur. C'est une épreuve qui a été imaginée en saison 3 et qui marche toujours. Hein. Les candidats doivent deviner un plat dans le noir, en perdant donc la vue, et ils doivent refaire ce plat à l'identique, visuellement et gustativement. C'est extraordinairement difficile. C'est
c'est presque un exercice de style, hein, mais ça marche. Et la guerre des restos, ça c'est génial. Record d'audience chaque année. C'est recréer un resto de toutes pièces en 48 heures. Et ça veut dire trouver une rue où il y a des restos et convaincre le propriétaire de dire votre resto, on va le transformer. Exactement. Alors parfois on le remet en état, pour être très honnête, parce que c'est vrai que parfois les candidats font des choses un peu extrêmes. Donc parfois on le remet en état et parfois le restaurateur le garde tel qu'on l'a changé. Ça c'est sa responsabilité. Parfois c'est des restaurants qui ont fermé, hein, oui. Mais parfois c'est des restaurants effectivement en activité. Oui, et vous leur refaites un pain de peinture. Et voilà, c'est nous qui payons. Et les meubles sont loués en plus. Oui. Meubles. Alors on n'a pas le budget, hein. Les candidats, on va. Et puis de toute façon ce serait inutile parce que c'est pour une journée ou 2 jours. Donc effectivement les candidats vont dans des grandes boutiques de location de mobilier, hein, comme pour les événements, et choisissent leur mobilier. Il y a aussi une chose, le vocabulaire en cuisine aussi a évolué. L'Académie française s'en est pas encore occupée, mais les mots texture, les mots gourmandise, ça n'existait pas avant. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Alors, il y a un champ lexical très spécifique à la cuisine. Que beaucoup de candidats ne maîtrisent pas forcément. Le fait, le réservé, le chinois, etc. Alors, il y en a qui le font, hein, mais il y a déjà en soi un champ lexical très spécifique à la cuisine. Comme dans la plupart des métiers d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que sur la cuisine, il est très large. Hein, parce que c'est à la fois les ustensiles, à la fois la manière de cuire, à la fois la manière de tailler. Donc c'est pas évident. Et puis c'est vrai que maintenant est arrivé le moment de la dégustation. Et il fallait faire comprendre aux lecteurs à l'époque pour les critiques gastronomiques, mais maintenant aux téléspectateurs, faire comprendre ce qui se passait. Et là, on a des gens plus ou moins doués que d'autres, hein, mais c'est vrai qu'on a des chefs qui ont réussi à faire des choses extraordinaires, à faire comprendre. François-Régis Gaudry, qui vient souvent, qui est un formidable journaliste culinaire, qui a trouvé des mots pour que nous, téléspectateurs, on comprenne ce qui se passe. Top Chef est devenu une référence, Stéphane Rothenberg, bien au-delà de l'émission, puisque pour les professionnels, c'est quelque chose d'important. Ah ben, un candidat de Top Chef, aujourd'hui, il peut trouver du boulot absolument partout s'il veut ne pas monter son affaire, ça c'est sûr. Beaucoup de grands chefs sont bien contents d'avoir des gens qui résistent à la pression, qui ont de la technique, etc. Donc, les banquiers, ça aide si on veut monter son affaire. Oui. Vous avez fait Top Chef, vous avez fini premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, pas forcément gagné. Hein. Ça aide. On sait, Pierre Gagnère dit aux candidats, il vient tous les ans, le grand Pierre Gagnère, dit en 2 mois vous gagnez 5 ans. Déjà en expérience personnelle. Et puis je pense qu'effectivement on est des accélérateurs de carrière de manière spectaculaire. Au-delà de la maturité culinaire, ça les aide énormément. On remplit les restos, ça c'est sûr. Ça on peut vraiment le juger. Top Chef remplit les restos et on peut pas s'en plaindre pour le coup. Alors on verra le résultat à la fin de la dernière émission. Mais ce qui est certain, c'est que le vainqueur sera un chef de demain. Oui, et alors ça c'est sûr, on le voit depuis tant d'années, maintenant on a du recul, 17 saisons, le nombre d'étoilés, le nombre de 2 étoiles, Fanny Rest et Fanny Lequelec, chef 2 étoiles, on aura peut-être bientôt une chef 3 étoiles qui vient de Top Chef, et puis quantité de restaurants, de bistrots dans toute la France qui cartonnent, ça c'est sûr, on est à la recherche des jeunes espoirs, et on les trouve. Voilà. Eh ben, Top Chef, c'est donc pour demain sur M6, le mercredi pour la première fois. Et puis, merci Stéphane d'avoir été aussi prolixe, d'avoir raconté autant de choses. Si j'ose dire, vous êtes en télévision un chef qui est au top. Ah c'est gentil. Merci Jacques. Et vous revenez quand vous voulez parce que vous avez tellement de choses à dire. Du coup, me dites pas 2 fois. Hein. Merci Jacques. À très vite alors. Merci Stéphane Rothenberg. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.